Bonjour, s'il vous plaît, un peu de silence dans la salle, merci beaucoup. Donc, pour clore en beauté ces deux très très belles journées que nous avons passées ensemble, qui ont été construites autour de l'idée et du principe de la construction de soi, et qu'on a essayé de vous proposer pour que vous puissiez mener vous-même ce travail sur vous-même. Il était normal et légitime que l'on termine par une réflexion avec vous, en votre compagnie et grâce à votre participation. Donc nous avons jugé bon de finir par une réflexion sur la construction de soi par soi-même. Est-ce que c'est juste une réflexion ou une mise en application du principe? Cette question a été à la base de ce que nous vous proposons aujourd'hui. Nous avons fini par décider de matérialiser cette idée-là, au lieu de vous offrir ce qui est habituellement donné lors de ce type d'événement, des enseignants ou des experts qui viendraient vous entretenir de certaines thématiques. Il y a eu à la place deux magnifiques étudiantes qui ont vécu l'année dernière ce que vous êtes en train de vivre, parce qu'elles étaient dans cette posture des futurs bacheliers, qui est la vôtre aujourd'hui, qui ont fait un choix particulier, celui des classes préparatoires, économiques et commerciales, et qui, parce que je les connais, étant donné que je les accompagne comme le mot professeur ne me plaît pas beaucoup, ni maître, mais comme animateur de culture générale et de philosophie en classe préparatoire, je les connais, je les aime beaucoup, parce qu'elles me donnent la possibilité de vivre et de pratiquer l'enseignement tel que je l'aime. C'est-à-dire que moi-même, je suis souvent élève en leur présence et j'apprends d'elles plus qu'elles n'apprennent de moi. Donc ces deux étudiantes, Shaima et Dounia, ont construit un travail sur elles-mêmes. Et elles vont, dans ce qu'elles vont vous proposer, elles vont essayer de vous montrer comment on peut mener soi-même cette expérience. Elles ont construit une relation avec une grande dame, psychologue de métier, de formation, Madame Bendaoud, qui a accepté, comme moi je l'ai fait, d'être à leur service. Nous sommes ce soir dans une inversion des rôles. Ce sont elles, les professeurs, nous sommes les élèves, et nous travaillons avec elles dans la construction d'un projet commun. Nous voulons aussi que ce qui se passe dans ce groupe puisse aussi contaminer positivement la salle, pour que nous puissions ensemble, vous et nous, travailler à construire une réflexion de qualité, et pour que chacun puisse sortir de ce moment de débat avec au moins une idée sur ce qu'il est et ce qu'il devrait faire pour devenir ce à quoi il aspire. La réflexion la nôtre porte sur une thématique très ancienne, à savoir la fabrique de soi. Souvent, d'habitude, on fabrique des produits, on fabrique des meubles, on fabrique un tas de choses, mais on a très peu l'occasion de réfléchir sur la fabrication de l'homme. Comment peut-on fabriquer l'homme? Et là, c'est pire encore. Comment peut-on se fabriquer soi-même? Soi-même, par son propre travail. Il me semble qu'aujourd'hui, malheureusement, nous avons perdu cette philosophie de la vie, mais je vous rappelle qu'à l'origine de l'histoire de la pensée, ce qui a initié la culture et la civilisation humaine, chez la grande Grèce antique, il y a, si vous voulez, juste un repérage ou un repère historique, il y a quelques 2500 années. Ce qui a initié la pensée humaine, c'est d'abord
ce souci de soi. C'est-à-dire comment chacun de nous doit faire de lui-même quelqu'un de bien. Comment faire en sorte que je sois dans ma vie ce pourquoi moi-même j'ai travaillé. Comment m'est-il donné de pouvoir construire la personne que je veux être, et ce, en investissant par mon travail, par mon effort, sur moi-même. C'est à ces réflexions que la conférence que nous vous proposons va tenter de répondre. Le plan ou le cheminement de la pensée sera... Est-ce que vous pouvez m'afficher le plan, s'il vous plaît, pour que la salle puisse le suivre? Merci beaucoup. Donc, nous allons réfléchir sur qu'est-ce qui, d'abord, pourrait, dans le mode de vie qui est le nôtre aujourd'hui, qui est le vôtre, empêcher quelqu'un de penser à se construire seul. Qu'est-ce qui, aujourd'hui, dans ce que vous êtes, dans ce que vous vivez, ne vous permet pas de vous prendre vous-même comme objet de construction? Ensuite, nous partirons vers une réflexion sur l'enseignement, et là, nous allons simplement partir du mot « élève ». Et autour de ce mot « élève » qui permet l'élévation, on va essayer de redéfinir ce que devrait être véritablement l'enseignement et le rapport que vous devez vous avoir avec cette pratique et le type de profit que vous devez tirer de cette expérience qu'est l'école, qui vous fait de vous un élève et qui doit vous permettre de vous élever vers un niveau supérieur de vous-même et de votre humanité. Et nous terminons notre réflexion par une présentation d'un ensemble de moyens et de techniques qui permettent la réalisation de cette élévation et la réalisation de cette excellence. Donc, commençons par la première partie. Il me semble que c'est Dounia qui va commencer par vous présenter le fruit de sa réflexion. Je la remercie. Bonsoir tout le monde, bienvenue. Ça me fait vraiment plaisir de voir une salle aussi remplie, des jeunes personnes aussi intéressées de se construire par ce sujet, la fabrication de soi. Alors, Monsieur Zaïd l'a magnifiquement expliqué, notre sujet porte autour de soi finalement. Parce que qu'est-ce qui nous intéresse le plus finalement, si ce n'est que de réussir dans notre vie, si ce n'est pour vous que de faire le bon choix après le bac et finalement être heureux. Mais avant d'entamer, je dirais, cette phase de construction de soi, je voudrais d'abord qu'on se débarrasse de certaines notions conventionnelles et qui, je dirais, entravent notre construction. Des notions qu'on croit vraies, des notions qui influencent nos choix, mais qui ne devraient pas. Donc, ces notions nous aideraient peut-être à devenir une autre personne, autre que quelqu'un qui dit « je suis ce que les autres veulent que je sois ». Je voudrais bien, et on voudrait tous, qu'à la fin de la conférence, vous ne soyez pas cette personne qui dit ce genre de terme. Alors, perception commune du meilleur. Je pense qu'aujourd'hui, on est tous conscients d'une chose. C'est un fait, c'est une réalité qu'on ne peut pas vraiment changer. On vit dans une société qui est régie par certaines autorités, je dirais. Et ces autorités, elles détiennent leur pouvoir selon leur fonction ou encore de par leur âge. Je vous parlerai ici du gouvernement, de l'État, des professeurs ou encore de vos parents. Toutes ces autorités nous gouvernent, toutes ces autorités ont une pression sur nous, dans le sens où, quand on veut faire un choix, on ne peut le faire qu'en dans le cadre des normes et des conventions de ces autorités. Déjà ici, quand je vous parle de normes, quand je vous parle de conventions, c'est déjà une notion à abolir. Le choix, votre choix, et vous êtes vraiment dans une, je dirais, dans une impasse, dans une phase décisive. Et je vous le dis, on était aussi chez Emma et moi dans cette phase il y a quelques mois. Et c'est vraiment difficile parce que on se demande, on se dit, entre ce que moi je veux faire, entre ce que mes parents veulent que je fasse, entre ce que mon professeur me dit et m'encourage à faire, il y a tellement de normes, tellement de conventions, tellement de pression que je ne sais plus qui je suis, que je ne sais plus quoi faire. Donc, je vous parle de cette société autoritaire qu'on appelle société holiste, ou encore qu'on pourrait appeler société autoritaire traditionnelle.
traditionnelle, patriarcale, il n'y a que des synonymes pour nommer notre société d'aujourd'hui. Cette société, sous cette pression, en plus de nous imposer ces normes et ces conventions, elle nous éduque de façon à imiter les autres, à faire comme telle ou telle personne. Au lieu d'innover, au lieu de faire notre propre choix, dans le sens où quand je décide de faire quelque chose, ça sera selon mes aspirations et selon mes aspirations seulement, je décide de faire, je ne sais pas, je décide de faire sciences maths parce que mon grand frère l'a fait et qu'il a bien réussi, et que honnêtement, si je fais économie et que ça ne marche pas, eh ben on me dira, ah ben tu as vu, tu as fait ton choix, mais regarde où ça t'a mené. Eh ben je vous le dis, un choix ne se fait pas par imitation, un choix se fait par choix, d'où la notion du choix déjà. Quand on parle de choix, c'est déjà personnel, ça ne dépend de personne que de nous-mêmes. Et toujours dans cette notion de limitation, on imite. Pourquoi on imite? On imite parce que je dirais qu'il y a une perception du meilleur. Ça veut dire que si je suis par exemple, je vous parle par exemple d'une expérience personnelle. Quand j'étais en tronc commun et que tous mes professeurs m'encourageaient et me disaient que les sciences maths, c'était la bonne chose à faire, que je me devais de suivre sciences maths parce que je ne sais quoi, j'avais de bonnes notes en physique et de maths. Et donc, on va dire qu'il y avait cette pression des professeurs. Mais qu'en même temps, je détestais les matières scientifiques, honnêtement. Et je ne me retrouvais pas en faisant des maths. Oui, la note, ça ne veut rien dire, ça ne me définit pas. Alors, est-ce que je devrais me risquer à faire économie? Économie, je dirais cette filière qu'on prétend être pour les nuls. Oui, je ne sais pas d'où ça a tiré ces préjugés. C'est l'économie, la filière. Quand on a de mauvaises notes, on va en économie. Eh bien non, il faut prouver le contraire. Parce que, en tronc commun, j'ai décidé de faire économie. Heureusement, j'avais vraiment le soutien de mes parents. Je n'avais pas droit à la pression parentale. Mais il y avait tous ces professeurs, tout cet entourage, et même cette image de moi. Ça veut dire qu'une image d'économie, ce n'était pas une image de sciences maths. Et je pense que vous le connaissez tous, vous vivez dans un lycée, les sciences maths, c'est la crème, c'est des gens qu'on regarde de loin. On s'est dit, ça, c'est pas à toucher, c'est des sciences maths. Nous, c'est les économistes. Eh ben, je vous dis que c'est pas vrai. Je vous dis qu'une filière, on la construit, que c'est nous qui faisons la réussite d'une filière et des sciences maths. Et c'est pas l'économie. Je dis pas que l'économie c'est la meilleure chose à faire, mais je dis que je fais de l'économie la meilleure chose à faire. C'est pour ça qu'il faut pas être dans cette posture d'une négation de l'individu. Parce que si notre société, et c'est une réalité, je dirais qu'elle nous formate. C'est comme si on était des ordinateurs. Elle n'éduque pas un individu, elle éduque une collectivité. Imaginez, c'est comme si on était dans une usine et qu'on nous passait comme des ordinateurs avec des logiciels de formatage, chacun adapté selon les besoins du marché, comme des machines. Et on n'a plus droit à cette notion du sujet. Ça veut dire qu'il n'y a plus de je, il y a un nous. Il y a servir la vie des autres, il y a faire plaisir. Et puis faire plaisir, oui, mais faire plaisir à soi aussi, il ne faut pas oublier. Autre point, maintenant que je vous ai parlé de société traditionnelle, en face de cette société, il y a quand même nos parents. Et je pense que la majorité ont des parents assez ouverts, assez, je dirais, modernes, qui ont eu une certaine éducation. Donc, ces parents, ils ont fait de nous des enfants rois. Enfants rois, vous inquiétez pas, on ne parle pas de politique, ça n'a rien à voir. Mais des enfants rois dans le sens où nous sommes le fruit d'un mariage d'amour. Nous sommes le fruit d'un mariage de personnes éduquées, de personnes qui se sont révoltées contre le système, je dirais, traditionnel, contre leur propre éducation faite par leurs parents. Mais le problème de ce nouveau mode d'éducation, c'est qu'il considère déjà, et ça c'est pas un problème, mais il considère l'enfant comme un projet, ça réussit plus que tout. Et dans cet amour qu'ils nous donnent pour qu'on réussisse, ils ne veulent pas qu'on tombe dans l'échec. Ils ne veulent pas qu'on fasse d'erreurs et ils nous protègent et ils nous couvrent, vraiment. Et dans cet amour excessif, je dirais qu'il économise un peu toute la partie où on est censé apprendre, toute cette partie de notre vie où on est censé faire une erreur pour plus tard faire le bon choix. Et le problème, c'est que ça se répercute aussi dans nos choix d'études. Parce qu'on est tellement à l'aise, on se sent tellement bien au chaud, en sécurité, dans nos parents, on n'a pas besoin de faire un choix. On se dit, oui, bon, mais mes parents sont déjà là pour faire le choix pour moi. Pas la peine. Et puis, pire encore, si jamais je me trompe, ils vont me dire, eh ben, tu vois, quand on te laisse faire le choix de toi-même, regarde ce qui se passe. Et ça, déjà, c'est une angoisse énorme. C'est une angoisse d'assumer un choix. Mais je dirais que si on n'arrive pas déjà à ce stade d'assumer nos choix, il n'y a pas d'âge adulte. Parce que si je vous parle d'une frontière entre avant et après le bac,
C'est surtout cette frontière où on assume ou on n'assume pas, où on fait un choix, où on laisse les autres faire le choix pour nous. Parce que je vous assure, quand vous faites un choix, et quand c'est le vôtre, quand il n'y a ni pression ni rien, quand c'est une recherche vers soi et que vous recherchez ce que vous voulez vraiment au fond de vous, là, que ça soit un échec, que ça soit une réussite, rien ne vous importe. Vous vous battez plus que tout. Vous faites tout parce que le plus important, parce que vous êtes là autant qu'adulte et vous travaillez votre projet et que rien ne peut entraver votre chemin. Et même l'échec, vous vous relevez de l'échec et vous continuez. Ici, je vous parle... Donc, obligé à vivre un rythme de vie rapide, effréné. Ça veut dire qu'on est toujours... On n'est plus cette notion de l'effort et de la patience. Si aujourd'hui on vous dit, vous voulez des études, je ne sais pas, des études d'un bac plus 13, vous dites, bon, non merci, ça va. Déjà 5 ans que j'y pense, comment je vais faire pour faire 5 ans d'études, c'est déjà une galère. 13 ans, c'est pas pour moi. Donc, toute cette notion de rapidité, toute cette notion... Elle a vraiment détruit ce côté de l'effort. Elle a vraiment, je dirais, aboli toute notion de patience. Parce qu'on considère déjà l'enseignement comme une corvée. Bon, ça c'est, je laisse Shema aussi parler d'enseignement parce que c'est déjà une très belle partie. Mais je dirais surtout que si nous choisissons des études courtes, si nous choisissons des formations parce qu'elles sont censées être, je dirais, dans les tendances du marché, il ne faut pas oublier un point important, le marché change. Et les tendances changent, la formation change. Parce que si aujourd'hui vous me dites que vous voulez faire de la finance, parce que vous avez entendu parler que ça paye bien et que ça embauche bien, je vous dis, après 5 ans d'études, ça ne sera plus le finance, ça sera peut-être la marketing. Après, vous ferez quoi? Vous reprendrez vos études. Donc, il faut dire que faire un choix, ça serait plutôt pas mal s'il était plutôt pris de vos propres aspirations. Parce que quand on choisit, parce qu'on l'a voulu, que ça soit dans la tendance du marché ou que ça ne le soit pas, que ça soit bien payé ou pas, vous allez construire votre projet et vous allez l'aimer et le faire sans hésiter. Donc, dans cette notion toujours de faire un projet, le réussir, faire le bon choix, je pense qu'on aspire tous à la réussite. Enfin, je vais dire, vous êtes tous ici, vous avez passé 2 journées avec toutes les conditions, vous êtes là à vous battre tous les jours parce que vous voulez réussir finalement. Enfin, je veux dire, personne ici ne me dira qu'il aspire depuis qu'il était petit à connaître l'échec, à devenir malheureux, c'est le rêve de sa vie. Je pense que quand même, on veut tous être heureux, on veut tous réussir, c'est un fait. Le seul problème de cette notion de réussite, c'est que je dirais qu'on a une perception assez fausse de la réussite. C'est-à-dire, vous allez me dire réussir, moi je vous dirais réussir, ce n'est pas décrocher un diplôme, ce n'est pas réussir financièrement, et ce n'est pas s'affirmer socialement. Parler de diplôme, oui, le diplôme il est important, c'est un symbole de réussite. Sans le diplôme, je ne travaille pas, sans le diplôme, je n'ai pas de salaire, je ne peux pas me payer ce que je veux, et en plus, le diplôme, eh bien, ça me fait reconnaître. La preuve, quand on parle de quelqu'un et qu'on dit qu'est-ce qu'il a fait dans sa vie, qu'est-ce qu'il a fait dans sa vie, regardez déjà la profondeur de cette phrase, ce qu'on a fait de sa vie. Regardez déjà cette portée incroyable et générale, c'est toute une vie, et tout ce qu'on trouve à répandre, c'est de parler de son diplôme ou de son métier. Est-ce que tout ce qui me définit moi, cette vie, j'en ai qu'une seule, et tout ce que j'ai dit, tout ce que je peux, ça veut dire exprimer de la grandeur de ma vie, c'est mon diplôme, c'est bien la seule chose qui me définit. Je trouve ça quand même malheureux de penser, je dirais, le diplôme de cette manière. Puis encore, imaginez des gens qui ont des diplômes, des doctorants même, tout ce que vous voulez, les plus grandes des études, et pourtant qui font, je dirais, une formation qu'ils détestent et qu'ils ne supportent pas. Dites-moi comment ce diplôme, pour qui ils ont passé des années à forger leur malheur dans c'est-à-dire des cours qu'ils détestent, qu'ils ne supportent pas, peut être un signe, je dirais, un signe de force, un signe de réussite, alors qu'il a été là pour les rendre tristes et les rendre malheureux. Et sinon, pour réussir financièrement, vous allez me dire, oui, mais le diplôme, c'est pas pour le diplôme en soi, parce qu'après, on aura droit à un métier, on sera bien payé. Alors, c'est pas grave si je fais quelque chose que j'aime pas, du moment que je serai bien payé. Donc, pour ça, déjà, je pense que je voudrais bien interpeller Madame Bendaoud, psychologue, et qui, tous les jours, est confrontée à un ensemble de cas, de personnes, je dirais, en souffrance, et qui pourtant ont réalisé les 3 aspects dont on a parlé, que ce soit le diplôme, la réussite financière ou encore sociale. Est-ce que vous pouvez nous parler juste un peu de ces... Bonjour. Alors, merci beaucoup.
Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, la réussite est pour moi un terme très vaste parce que je suis confrontée tous les jours à des gens qui ont réussi dans tout ce qui est supposé être des critères de bonheur et d'épanouissement. Et pourtant, ils sont malheureux, ils sont déprimés, ils sont en souffrance, ils n'ont pas de plaisir à être, ni dans leur travail, ni dans leur famille, ni avec leurs enfants, ni avec eux-mêmes. Et finalement, ça questionne quant à la réussite dans une vie, c'est quoi? La réussite, c'est seulement finalement être en paix avec soi-même et être sûr, puisqu'on parle de choix, être sûr d'avoir fait des choix selon soi et non pas selon ce qu'on croyait être bien. Et ce qu'on croit être bien est souvent conditionné par notre éducation, par notre société, par des critères de confort, de paraître ou autres. Et finalement, ces questions-là, on ne s'en rend compte que soit quand on prend sa retraite, soit une fois qu'on a réussi professionnellement, qu'on est directeur général d'on ne sait quoi, qu'on a sa famille, sa maison, ses enfants. Et c'est là où on se pose la question, mais en fin de compte, je ne me sens pas bien et je ne sais pas pourquoi. Voilà. Alors, nous poser cette question, moi je suis très heureuse, contente, ravie, tous les qualificatifs que vous voulez, d'être ici avec vous aujourd'hui, parce que vous êtes jeunes, parce que c'est une question importante, vous êtes à la croisée des chemins, et j'espère que vous allez prendre votre temps pour réfléchir à être heureux dans vos vies, à vous épanouir et à profiter de chaque moment, de chaque apprentissage, de chaque expérience. C'est pas important si vous réussissez ou échouez. Ce qui est important, c'est que vous appreniez de chaque moment que vous traverserez. Alors, je redonne la parole à Dounia. J'espère que j'ai répondu à ta question. Merci beaucoup. Et je vous dis à tout de suite. Alors, vous allez me dire, finalement, la réussite, si ce n'est pas décrocher un diplôme, si ce n'est pas réussir financièrement, s'affirmer socialement, qu'est-ce que finalement la réussite? Je dirais que la réussite, comme je la vois vraiment, je ne vois pas la réussite comme un aboutissement, je ne vois pas la réussite comme une fin, comme un point d'arrivée. La réussite, je la vois comme une quête. La réussite, c'est la vie, c'est toute une vie, c'est un parcours, c'est tous les jours la réussite. C'est ce que vous faites tous les jours pour être mieux que ce que vous étiez hier. C'est surtout ce défi, c'est se défier, c'est toujours être dans un surpassement de soi. Et ça commence d'abord par cette notion de la connaissance de soi. Connais-toi toi-même. Connais-toi toi-même, comment? D'abord en connaissant ce que tu n'es pas. Ne soyez pas, je dirais, si je voudrais faire une comparaison, je dirais une comparaison avec un film. Imaginez que vous jouez dans un film, que vous êtes les acteurs, et que toute cette société holiste dont je vous ai parlé tout à l'heure était finalement le réalisateur. Et quand vous donnez un scénario à jouer, et que ce scénario était votre vie, était court, est-ce que vous auriez préféré écrire le scénario, jouer comme vous l'êtes vraiment, le jouer de votre manière, ou encore réciter un scénario? Parce qu'on peut le voir, on peut voir entre un film réussi et un film qui ne réussit pas. C'est surtout ce acteur spontané. Est-ce qu'il ajoute de sa personne dans son parcours, dans cette vie qui lui a été imposée? Ou est-ce qu'il ne fait que faire ce qu'on lui a demandé de faire et de répondre, d'être toujours à l'ordre? C'est-à-dire de réciter ce qu'on lui a dit et d'être bien cadré, bien limité aux ordres qu'on lui a donnés. Être l'artisan de soi, ça c'est l'idée de la fabrique, c'est toujours ça, c'est toujours cette notion de la construction. On parle encore de cet exemple. Et donc, finalement, pourquoi? Pour finalement devenir ce qu'on est déjà. Parce que quand on parle de construction, quand on parle de toutes ces notions, de se débarrasser de l'opinion commune, ce n'est pas pour changer, oui, mais ce n'est pas pour être ce qu'on n'est pas. On est déjà ce qu'on est. Je veux dire, c'est que l'essence de cette belle personne que je vous décris est en vous et qu'il suffit seulement de la dévoiler. Comment la dévoiler? Se débarrasser de ce qui l'entache. Et ce qui l'entache, c'est toutes ces pressions, c'est toutes ces notions, ces conventions, ces normes que vous croyez primordiales pour votre choix et qui sont finalement vains et qui sont tout simplement illusoires. La réussite aussi, là quand je vous parle des autres, je suis assez négatif, assez pessimiste, mais ça veut dire que je ne suis pas dans une négation du rôle que joue l'autre dans notre vie. Non, loin de là. Il est important, il est essentiel. Parce que si vos parents ne vous avaient pas donné toutes les conditions nécessaires à venir à l'école, vous ne viendrez jamais, vous n'auriez pas d'éducation. Si vous n'aviez pas des professeurs à vous donner des cours, si, je ne sais pas, n'importe quoi, si vous venez en taxi grâce au chauffeur de taxi aussi, il a un rôle.
mais les autres sont essentiels. Et notre réussite, elle est aussi pour les autres. Parce que si moi, dans ma classe, je suis épanouie, je parle et je fais les choses comme je les entends, mais je partage cet épanouissement, il n'est pas seulement pour moi. Donc le rôle de l'autre est aussi essentiel. Mais je répète, le plus important, la finalité, le tout, c'est vous-même, c'est soi. Autre point essentiel, et je veux dire maintenant, d'accord, on s'est débarrassé un peu de l'opinion commune. Ça veut dire on sait que pour faire un choix, il ne faut pas se baser, je dirais, sur des autorités, sur des normes et des conventions. Ces choses sont vaines et illusoires. Prochaine étape, je dirais, pourquoi pas ne pas devenir l'ami de soi-même. Imaginez si vous étiez votre propre meilleur ami. Et je ne suis pas en train de vous parler du troll de Forever Alone, loin de là. C'est pas dans cette notion de solitude que je veux partir, non. Cette amitié avec soi, c'est une ouverture vers soi et pour les autres. Je dirais cette amitié avec soi, pourquoi à cette phase du bac, elle est un peu difficile, parce que je l'ai vécu aussi, c'est vraiment difficile. Parce qu'on n'a pas le temps malheureusement, on aura à passer un bac et on aura à faire un choix. Et sous cette angoisse, sous cette inquiétude, on ne pourrait pas s'empêcher d'avoir une posture de violence et d'agressivité envers soi, parce que ça nous énerve. À chaque fois, on nous dit cette question, déjà, on nous l'a répété des millièmes de fois, bonjour, et vous faites quoi l'année prochaine? Et on doit réfléchir et se dire, mais je sais pas. Et à chaque fois qu'on dit je sais pas, c'est déjà, on n'est pas fier de soi, et ça nous énerve, et on aurait tellement bien voulu que les choses soient si claires. Mais je pense que, déjà, quand je parle de cette étape, ça me rappelle l'étape de la chrysalide. La chrysalide, c'est cette étape où la chenille est, je dirais, dans son cocon et qu'elle attend le bon moment pour devenir papillon. Je dirais que maintenant, la phase où vous êtes chrysalide. Ça veut dire que vous êtes enveloppé dans votre cocon, et ce cocon, il est bien chaud, il est confortable, c'est bien le lycée. Il n'y a pas de pression, il n'y a pas vraiment de pression dans le lycée, on n'est pas encore confronté à faire des choix. Ça veut dire, depuis le début de nos études, on était au primaire, après, il fallait faire le collège, on n'allait pas faire autre chose, ça veut dire qu'il n'y avait pas vraiment de choix. Même dans les filières, il y avait quoi, 3-4 filières? Bon, c'est vrai que c'était un peu intriguant, mais les choses étaient limitées. Mais maintenant, les choses ne le sont pas. Alors, je vous le dis, cette chrysalide, il faut sortir de notre cocon. Il faut savoir voler. Parce que maintenant, il ne reste rien pour devenir papillon. Et une fois qu'on sort du cocon, on se rend compte qu'on était tellement plus beau que la chenille parce qu'on est devenu papillon. Parce que maintenant, on a des couleurs, parce qu'on est beau et qu'on s'élève. Et je vous jure que quand on s'élève, on ne voit plus en bas, on ne voit que le ciel. Et on vole, vraiment. Et quand on vole, on se construit. Et quand on vole, on a des projets. Mais tant qu'on est dans cette agressivité, tant qu'on est déjà, quand on n'est pas en bon rapport avec soi, on ne peut pas voler. On reste renfermé dans notre cocon. Alors je vous dis, volez les papillons. Et je dis à Sheima, élève-les, s'il te plaît. C'est rafraîchissant, n'est-ce pas? Enfin, c'est pas tous les jours qu'on arrive à détruire autant de dogmes, autant de murailles qui nous empêchent un peu de nous envoler, comme l'a dit Dounia. Et puis, maintenant, je vais passer une autre étape. Après s'être débarrassé de tout ce qui nous empêche un peu de penser par soi et pour soi, je vais passer une autre phase, celle de l'élévation. C'est-à-dire qu'on va commencer, après s'être vidé complètement, à se fabriquer petit à petit. Cette fabrique, elle est dure, elle prend du temps, elle ne s'arrête jamais, infinie. Je suis encore en fabrique, je ne suis pas finie, je termine jamais, c'est sûr. Mais on va essayer, ici et maintenant, de vous donner quelques petites méthodes, comme on vous a promis depuis tout à l'heure. Et on va commencer par l'enseignement comme moyen d'élévation. Oui, vous allez tous vous me demander, mais comment l'enseignement peut être un moyen, une méthode pour pouvoir s'élever? Eh bien, tout simplement, on va s'arrêter un petit moment et réfléchir, s'étonner sur quelques notions qui nous sont tellement habituelles, qu'on use de tous les jours, qu'elles deviennent un peu fades. Je pense essentiellement à votre statut, élève. On va un peu s'arrêter et penser à cet élève. C'est quoi, élève? Qui êtes-vous? Si on cherche dans le dictionnaire, si on vous pose la question, vous allez me dire, nous sommes des personnes qui assistent tous les jours à des cours,
parfois obligés, et qui sont contraintes un peu d'assister à des cours passivement pour pouvoir s'instruire, pour pouvoir se cultiver. Et sans cet enseignement, sans être un peu élève, on ne va pas devenir employé, on ne va pas devenir cadre, on ne va pas devenir directeur. Donc, voilà, élève, c'est ça. Ben, moi, je dis non, il faudrait s'arrêter et revenir sur l'étymologie du mot, revenir sur l'origine. C'est quoi élève? Alors, si on recherche dans l'étymologie, le mot élève contient l'élévation, se hisser à des niveaux plus grands. Alors, de cette petite distinction, je pourrais vous dire déjà que la mission de l'élève, votre mission et ma mission aussi, c'est de pouvoir s'élever. Je dois m'élever chaque jour. Et ça veut dire que si je devrais assister à des cours, je ne vais pas faire une petite somme, pas faire une petite sieste, mais non. Je devrais sortir du cours avec quelque chose, avec un apport. Et cet apport doit être construit. C'est-à-dire que je dois créer une valeur ajoutée, créer quelque chose de plus, un surplus. Comment le créer? Eh bien, tout simplement exiger l'élévation. Quand je rentre dans un cours avec un professeur, je dois exiger de ce professeur une formation de qualité. Pouvoir critiquer ce qu'il dit, l'attaquer. Non, pas attaquer. Je voudrais dire un peu critiquer, trouver les failles, voilà, trouver les failles dans son raisonnement, pouvoir un peu discerner l'idéologie qu'il essaie de nous transmettre. Et je vous promets qu'il y a plusieurs idéologies. Et puis, ne pas trop coller au programme qui est très démagogique parfois. Il faudrait un peu prendre du recul et pouvoir un peu avoir un esprit critique. Cet esprit critique qui nous est vraiment indispensable. Parce que si on arrive à le développer maintenant en tant qu'élève, il nous serait vraiment utile en tant qu'employé, en tant que cadre. Cet esprit qui arrive à s'adapter, à être plus flexible, plus réactif. Alors, cette élévation, pouvoir entrer dans un cours et s'imposer en tant qu'un élève qui produit une valeur ajoutée, qui essaie de tirer le maximum de son professeur et qui arrive à travers la classe à s'intégrer socialement, à pouvoir créer un monde dans sa classe où il régit, où il s'impose. Cet élève-là dont je parle, c'est un élève qui arrive à devenir plus grand, à se perfectionner, à sortir du cours avec une perfection plus grande, avec une image encore qui s'élève. Et chaque jour, on ne devient plus quelqu'un qui est passif, quelqu'un qui est limité et cloîtré, qui est plus ouvert, quelqu'un qui est plus grand. Et cette notion de l'élève grandiose, elle est très importante pour l'élévation, parce qu'elle nous permet de nous relever à chaque fois, à chaque chute, à chaque fois qu'on tombe, à chaque fois qu'il y a des obstacles et des difficultés que vous allez rencontrer forcément dans votre vie. Et on se relève et avec fierté, même si on est tombé, et on marche. Je vous incite tous ici à sentir cette fierté de s'être relevé après une chute. Élève, s'il vous plaît, et marchez. Marchez vers votre réussite et votre excellence. Alors, de cette élévation, je peux l'exiger. Et je l'exigerai du pédagogue, du professeur, des parents, de tous ces gens-là qui m'accompagnent et qui m'encadrent vers ma réussite et vers ma propre élévation. Alors, le pédagogue, sa mission, m'encadrer, de m'orienter, de me guider, de me transmettre tout un savoir-faire, parfois tout un savoir-être. Il m'aide à prendre la bonne voie. Il m'oriente vers cette voie. Il essaie de m'encadrer, de m'orienter. Il est là pour me montrer mes faiblesses et mes forces. Il est là pour me donner l'autonomie, la liberté. Il n'est pas là pour me rendre dépendant de lui. Mais au contraire, quand je développe cet esprit critique, j'arrive à ne pas accepter tout ce qui m'est donné, tout ce qui m'est transmis. J'arrive un peu à distinguer ce qui comporte un raisonnement logique, ce qui peut être pris, utilisé, réapproprié et puis un peu reformulé, qui doivent être remis en cause. Et ce pédagogue n'est pas là pour m'aliéner. Il n'est pas là pour me soutenir avec un soutien excessif. C'est ce qui arrive pour vous en tant qu'élève. Alors, les parents et les professeurs, ils essaient un peu de vous rendre dépendants d'eux. Parce que vous avez les cours de soutien, les cours du soir, les cours particuliers. Tout ça, c'est pour un peu vous rendre de plus en plus dépendant. Vous acharnez à travailler, vous devez avoir ces notes pour pouvoir réussir. Ça vous rend dépendant et ça vous éloigne de vous-même. Vous devenez étranger à vous-même, éloigné, aliéné, dépendant.
et ça tue toute votre créativité, toute votre liberté, tout votre esprit critique, et ça vous limite en tant qu'être humain. Et après, vous allez vous décharger de vos responsabilités, et quand vous allez devenir employé ou cadre, ou vous voulez entamer le marché du travail, eh bien vous aurez besoin de parents, de cours du soir, vous avez besoin de parents pour pouvoir faire l'entretien aussi, ça aussi. Alors tout ça, ça vous aliène, ça vous rend dépendant. Alors je réclame aux pédagogues qui sont présents ici, ou bien à vous, vous devriez leur exiger aussi, d'être que des compagnons, des gens qui nous accompagnent, qui nous orientent. Et je connais plein qui ont été dans ma vie des compagnons, qui m'ont soutenu et qui m'ont lâché la main dans le bon moment, parce qu'il était temps de lâcher la main, parce qu'il était temps de prendre du recul et de me laisser travailler toute seule, de me laisser libre, de me laisser autonome. Ils ont été là pour moi, ils étaient compagnons de ma liberté. Et je revendique cette liberté, et je vous demande de revendiquer cette liberté, de l'exiger. Exigez de vos professeurs ce compagnement qui ne vous aliène pas, qui ne vous rend pas dépendant, mais qui vous rend de plus en plus libre et créatif. Alors, pédagogues ici présents ou ailleurs, vous allez leur transmettre ce message. Vous êtes des compagnons de ma liberté et non de ma dépendance. Et là, je vais passer à une petite conclusion qui même conclut tout ce qu'on vient de dire, c'est que l'enseignement est un moyen de l'élévation. On doit plus se leurrer, l'enseignement peut être un moyen pour que je m'élève, pour que je devienne quelqu'un de plus grand. Et comment je peux exiger de l'enseignement cette élévation ? Par l'esprit critique que je viens de développer, par cette liberté que je développe. Alors, l'enseignement, lui, il me permet non seulement d'avoir un diplôme, un certificat, et là, ce cours-là comme un moyen pour un peu développer mon esprit d'ouverture, mon esprit critique. Il n'y a pas de cours ennuyant, comme il n'y a pas de vie ennuyante. Le cours ne nous fait pas, on fait notre vie. On fait notre cours. Et là, je pense essentiellement à ce cours qui vous tracasse tous, je crois, le cours de philosophie. Alors, quand vous rentrez en cours de philo, je suis sûre que c'est une sieste, je crois, n'est-ce pas, pour la journée? Non. Tant mieux, je suis très heureuse de savoir, très ravie de savoir qu'il y a des gens qui trouvent que la philosophie est intéressante. Parce que ce n'est pas seulement relater l'histoire des philosophes, ou bien qui sont pour les gens de luxe, pour les gens qui n'ont que l'intellect. La philosophie nous permet de penser par nous-mêmes, de réfléchir sur les choses, de pouvoir remettre en question les choses, comme on le fait maintenant. On remet en question l'enseignement, on remet en question l'élève et le pédagogue. On est en train de réfléchir par nous-mêmes. Et quand on développe cette réflexion qui est personnelle, eh bien tout s'ouvre, parce qu'on n'accepte plus. On n'accepte plus n'importe quoi. On n'est plus affranchi, on n'est plus le Maroc. Enfin, le Maroc manque d'esprit libre. Et nous avons besoin de développer ces esprits pour pouvoir un peu s'accroître et se développer. Alors l'enseignement me permet de m'accroître. Ce n'est plus être statut d'étudiant, être statut d'un élève qui va être enchaîné sur sa chaise toute la journée et apprendre passivement un cours. Les informations, elles sont disponibles et accessibles partout. Il y a Internet où vous pouvez avoir tout le cours qui est disponible d'ailleurs. Et vous n'avez pas plus besoin du professeur alors. Mais le professeur, il est là pour vous transmettre quelque chose au-delà de l'information. Le moyen de transmettre, c'est celui de l'esprit critique, celui de vous remettre et de vous perturber, de vous déranger un peu. Alors si on remet en question tout ceci, l'enseignement est un moyen, c'est un matériel, un outil nécessaire, indispensable, non seulement pour devenir un cadre, un manager, un ingénieur, mais pour devenir soi, pour pouvoir être tout le temps quelqu'un d'ouvert, s'élever, s'améliorer, être quelqu'un de plus grand. Et là, après avoir passé... Mais comment on peut s'élever? Dites-nous, donnez-nous une recette. Et là, comme l'a dit Dounia, on n'est pas là pour vous donner de recettes. Les livres de 10 recettes pour pouvoir réussir et s'élever, ce n'est pas ici. On va un peu... pardon. Alors, je vais un peu vous rappeler et revenir en arrière pour vous dire qu'en fait, l'élévation, vous la connaissez déjà.
vous vous êtes déjà élevé, vous avez déjà connu cette élévation, cette réussite, cette excellence dont je parle maintenant. Il faudrait juste puiser au fond de vous-même, creuser, et puis vous allez retrouver un être merveilleux, un être qui s'est relevé à chaque fois et qui ne connaît pas quelque chose qui s'appelle renoncer, qui ne connaît pas la chute. C'est quelque chose, et je pense à l'enfant. Vous étiez tous enfants, oui. Alors, l'enfance est une école de courage et d'endurance. L'enfant, c'est quelqu'un qui est courageux, qui endure, qui tombe. Quand il veut marcher, quand il veut essayer de marcher, il tombe, il crie. Et quand on arrive pour le secourir, pour le soutenir à se relever, il commence à crier. Il veut qu'on le lâche, qu'on le laisse tranquille. Il veut se relever tout seul. Il va crier, il va se relever, il va tomber encore, puis il va se relever encore une fois, jusqu'à ce qu'il arrive à marcher. Maintenant, on va commencer à le pousser. Il marche, puis il va sauter, puis il va danser, il va voler même. Vous êtes maintenant dans une étape où vous devez voler, vous devez vous élever. Et puis, tout danse en vous, c'est tout un monde. Vous avez besoin de retrouver l'enfant en vous, l'enfant qui ne renonce jamais, qui ne laisse pas tomber, qui n'abandonne pas. Un enfant qui se relève après chaque chute, après chaque échec, et qui essaye d'insister à devenir plus grand. L'enfant est une force qui vit. Et nous avons cet enfant en nous. Il s'agit tout simplement de s'arrêter au bout du chemin et de le retrouver petit à petit, de pouvoir le ressortir, le faire surgir. Et vous allez trouver tout un paquet de trésors, tout un paquet de recettes que vous voulez vraiment, qui peut vous guider et vous orienter vers cette élévation. Il veut qu'on le laisse tranquille. Il veut qu'on le lâche, qu'on le laisse dans son propre monde. Il joue tout seul, il peint tout seul, il marche tout seul. Il essaie de découvrir le monde autour de lui seul. Il veut toucher tout ce qui est dangereux pour pouvoir le sentir. L'expérience du dangereux, elle est seule. Elle se fait il a fait tout seul. Il est seul alors qu'il est en train de faire l'expérience du feu, en train de toucher du feu. Il réclame l'autonomie et la liberté. Il est indépendant et libre. Et si on se réfère à cet enfant, alors là, on va être autonome. Et cet enfant, il fournit beaucoup d'efforts pour pouvoir prouver cette autonomie. Il ne renonce pas, il essaie de fournir des efforts tout le temps. Il essaie de prouver à ses parents qu'il peut très bien être engagé, responsable de lui-même. Bien sûr, cet enfant a besoin de ses parents. Mais je crois que là, vous devez simplement revenir pour voir le modèle de l'enfant et pouvoir l'adapter à vous-même. Vous êtes à l'âge presque adulte. Vous allez devenir des adultes. Et vous devez prendre en charge. Vous devez un peu vous décharger de cette dépendance que vous ont tellement appris. Eh bien, de tenir cette enfance, cette école d'autonomie, faire beaucoup d'efforts pour pouvoir prouver que l'on est autonome et libre. Parce qu'il y a beaucoup de gens hier qui m'ont demandé, parce que j'étais deuil, ils m'ont dit, est-ce que les prépas recommandent l'effort? Est-ce qu'on devrait faire beaucoup d'efforts? Mais je ne vois pas cette question. Est-ce que vous pouvez vivre sans effort? Est-ce que vous pouvez vous réveiller sans effort? On a vu ça dans une dissertation, je crois. Non, c'était un résumé. Le réveil nécessite de l'effort pour pouvoir prendre conscience du monde, pour pouvoir toucher et savoir que l'on vit, il y a de l'effort. Et vraiment, ce n'est pas un labeur, ce n'est pas un joug, c'est quelque chose de merveilleux. Et ça, je vais en fait le développer après. Alors, on a parlé de l'enfant qui est autonome, libre, engagé et qui mérite l'effort. Il mérite l'effort parce que, et là je me rappelle de, vous étiez tous enfants, si vous ne vous rappelez pas, si vous avez des enfants dans la famille, moi j'ai un petit frère, et il mérite toujours son autonomie et il mérite toujours la récompense. Quand il fait quelque chose, il peint quelque chose et il nous le montre, et si c'est horrible, et s'il ne mérite pas la récompense, il vous dit non, je ne la mérite pas. Et je ne mérite pas l'autonomie, je ne mérite pas l'indépendance. Mais quand il mérite, quand il sait qu'il a fourni beaucoup d'efforts et qu'il a besoin d'être récompensé, qu'il a besoin d'être sujet de compliments et de flatteries, alors il réclame, pose. Et j'ai besoin de récompense. Ayez cette posture du mérite. Vous devez mériter ce que vous réclamez.
Alors, demander à des parents l'autonomie et la liberté alors que vous êtes irresponsable, je comprends pourquoi ils ne vont pas céder. Vous devez mériter et faire preuve d'engagement et de responsabilité. Quand je vais choisir dans quelques mois ce que je vais faire, je vais pouvoir m'engager dans ce choix. M'engager, faire beaucoup d'efforts pour pouvoir le réussir. Parce que quand on fait ce qu'on aime, quand on fait ce qu'on choisit, même si parfois on rencontre beaucoup d'obstacles, on essaie de faire le possible, faire tout pour pouvoir le réussir. Pour que les autres ne nous disent pas, bah, regardez ce que vous avez fait, votre choix a été raté. Eh bien, il ne faudrait pas que notre choix soit raté, il faudrait que notre choix soit construit. Et cette construction nécessite nécessairement de l'effort. L'effort et le mérite. Mériter ce que l'on fait, mériter l'autonomie et l'engagement. Nous avons vu que l'enfance, en fin de compte, et cet enfant peut être un trésor, peut être une source de beaucoup de principes qui sont des principes de l'élévation et de la fabrique. Alors l'enfant, il nous rappelle, il nous soutient, il est là pour nous appuyer, pour nous soutenir dans notre élévation. Il faudrait, comme je l'ai dit, le faire surgir, le faire remonter, le faire réapparaître. Alors l'enfant, lui, l'enfance, elle est une école de rappel et de soutien, mais l'enfant ne peut pas être que par lui-même, il a besoin des autres. Et nous le savons tous, l'enfant, il ne peut pas être sans ses parents. Il a besoin de ses parents, il a besoin de se sentir protégé, de se sentir en sécurité, entouré. Il a besoin de sentir que ses parents sont là pour lui. Alors nous aussi, on a besoin des autres. Et il faudrait nous pousser à agir, à choisir. Comme je l'ai dit, il ne doit pas y avoir de dépendance ni d'aliénation, mais il faudrait savoir que les autres sont aussi une source pour notre appui et notre soutien. Je suis là maintenant, et vous aussi, grâce aux autres. Je suis là parce que la JVE a été faite par Madame Andaloussi, par Monsieur Zeid, par plusieurs personnes. S'il n'y avait pas l'idée, est-ce que je serais là? Vous êtes là parce que votre père vous a ramené. Et même celui qui a fait le gasoil ce matin, il a été là parce que vous êtes là grâce à lui. Je suis là grâce à un corpus de ressources humaines qui a été là, qui m'appuie, qui me soutient pour que je sois là à ce moment. C'est un armada de gens, de personnes qui nous soutiennent, qui nous appuient. Alors ignorer ce soutien et cet appui serait vraiment indigne. Nous devons profiter de ce soutien. Bien sûr, loin de l'aliénation, loin de la dépendance. Nous devrions un peu faire preuve d'autonomie. Accepter ce qui nous est utile et indispensable pour pouvoir passer de l'avant. Alors, cet enfant, il est par les autres. Je suis aussi par les autres. Je dois l'accepter. Je ne suis pas un empire dans un empire. Je suis bien plus que cela. Alors, je suis aussi grâce à moi. Je dois m'accepter. S'accepter tel que l'on est. Voir ses propres forces et ses propres faiblesses. Et à chaque fois que je fais de l'effort, à chaque fois que je fournis beaucoup d'efforts, même si cela échoue, je dois reconnaître quand même l'effort que j'ai fait. Ceci, je le rencontre à chaque fois sur la bouche des jeunes étudiants et de jeunes élèves, ces gens qui se méprisent et qui se détestent parce qu'ils ont échoué. Mais l'effort aussi est important. Si on entretient ou on entreprend une action, même si elle échoue, même si on n'arrive pas à la faire, n'importe, il faudrait quand même se remettre sur ses propres pieds, ferme, et se dire voilà ce que j'ai fait, cela n'a pas échoué, je dois passer de l'avant, je dois choisir autre chose, choisir ce que je suis, choisir ce qui me permet de m'épanouir, ce qui me permet de révéler en moi ma passion. Tout ceci est très important. Je dois admettre mes propres efforts pour avoir ce qu'on appelle la reconnaissance de soi. La reconnaissance, la réalisation, l'estime, c'est le sommet de la pyramide de Maslow, cette estime. Alors il faudrait le conquérir. Il faudrait le conquérir par cet effort qu'on reconnaît, par cet effort qu'on doit admettre pour pouvoir un peu avoir une image de moi-même qui n'est pas totalement détruite, qui n'est pas totalement, je dirais, épuisée, mais une image qui est belle, une image que je présenterai dans les entretiens, dans les oraux, ou que j'affirmerai dans ma vie. Et là, je passerai à une dernière étape, avant de laisser la parole à Monsieur Zeid, une étape qui est très importante pour l'élévation, bien faire et se tenir en joie. Alors, premièrement, il faudrait prendre conscience de quelque chose qui est très important. Ceci, on le rencontre souvent et on ne prend pas conscience de ce projet jusqu'à ce que ça soit trop tard. Nous sommes un projet qui se construit. Nous ne sommes pas
nous allons un peu dépasser toutes les définitions du moi ou toutes les définitions de l'homme et nous allons nous arrêter sur ce projet que je dois construire. Je suis un projet qui a un point de départ et un point d'arrivée. Si j'arrive à définir ce point de départ et ce point d'arrivée, c'est déjà un énorme travail, c'est déjà un énorme effort. Si je définis ce parcours, je suis dans cette perspective du projet et je vais un peu le réussir. Je donnerai l'exemple un exemple. Alors, maintenant, je veux devenir manager après 20 ans. Le point de départ, c'est moi maintenant. J'ai déjà en moi ce manager qui va advenir après 20 ans. J'ai seulement besoin de le faire ressurgir. J'ai seulement besoin de le faire découvrir. Ce point de départ, c'est le manager après 20 ans. Je dois voir clair en moi. Je dois voir clair en moi. C'est-à-dire ce manager que je vois ou que j'entrevois après 20 ans. Il est comme ça, il va être dans ce positionnement, il va être un manager dans ce domaine, dans cette filière. Si j'arrive à déterminer ce manager à ce profil, c'est déjà tout un projet qui va être construit, petit à petit pas. Donc, ce projet doit être esquissé, et ceci ne peut se faire qu'à travers l'évaluation de ce que je suis. C'est-à-dire que je dois évaluer mes ressources, mes forces et mes faiblesses. Je ne dois pas viser quelque chose qui est au-dessus de mes moyens. C'est-à-dire que je vise les prépas alors que je ne suis pas un profil prépa. Un profil qui travaille ardemment, un profil qui est prêt à travailler dur, à s'engager. Là aussi, la responsabilité. Alors je dois évaluer les ressources que j'ai, mes forces, mes faiblesses, et faire avec. C'est-à-dire, voilà ce que je suis et voilà ce que je veux devenir, ce que je veux être. Si ce que je veux être ne peut pas dépendre de ce que je suis, c'est-à-dire qu'il est tellement au-dessus de mes moyens qu'il ne peut pas être réussi, bien sûr que je vais échouer. Alors, préciser ou déterminer premièrement les ressources et les ressources qui me sont disponibles est une étape très importante pour pouvoir commencer ou entamer le projet que j'ai. Alors, ce projet peut aboutir ou peut ne pas aboutir. Mais s'il n'aboutit pas, cela n'est pas un problème. Parce que là, je prendrai l'exemple de l'archer et la cible. Je suis un archer, c'est-à-dire une personne qui tient un arc. Et là, je vais tirer. La cible, elle est juste en face. Je vais tirer, je suis très bien entraînée et je connais déjà l'objectif et je fais tous mes efforts, je fournis tant d'efforts pour pouvoir avoir la cible. Dès que je tire, cela ne dépend plus de moi. Si la cible arrive ou qu'elle n'arrive pas, si la flèche arrive ou qu'elle n'atteigne ou qu'elle n'atteigne pas la cible, cela ne dépend plus de moi. Parce que plusieurs facteurs qui rentrent en jeu dès que je tire, c'est-à-dire le vent, la direction, tout ceci rentre en jeu. Donc, si maintenant je dis que je veux devenir manager et je fais tout mon possible pour devenir un manager et qu'à un certain moment j'échoue, c'est-à-dire que je ne deviens pas un manager, je ne réussis pas mes études ou bien je ne trouve pas un travail, alors tout simplement je dois me poser qu'est-ce qui m'a empêché de devenir un manager? Pourquoi cela a échoué? Est-ce que c'est cela en moi ou cela ne dépendait pas de moi? Est-ce que le marché était tellement saturé qu'il n'avait plus besoin d'autres managers? Tout ceci rentre en jeu. Et lorsque je définis les obstacles que j'avais, je n'ai plus ce blâme envers moi-même. Je ne me blâme pas, j'essaie un peu de m'élever encore plus. Si je définis dès maintenant que je veux devenir manager, je suis sûre qu'après 2 ans ou peut-être 3 ans, je pourrais changer d'avis. Parce que nous sommes en cette constante transformation. On devrait accepter cette transformation, ce changement. Nous changeons, nous nous transformons et nous changeons beaucoup d'avis. Alors si après 5 ans, je veux devenir journaliste, et je sais que si je deviens manager, je vais être tellement ennuyée par mon travail, parce que cela ne me passionne plus, que je vais échouer. Alors tout simplement, j'abandonne le projet de manager et j'entame le projet de journaliste parce que cela est très important pour que je puisse faire aboutir mon projet. La passion, aimer ce que l'on veut faire, aimer ce que l'on est, pouvoir s'accepter. Je dois m'accepter, accepter mes infirmités, mes complexes, accepter mes faiblesses. Tout ceci rentre en jeu par l'évaluation. Parce que si ces égarements, ces tourments, ces erreurs, ils sont toujours là,
Mais rien ne pourrait être définitif. Rien ne saurait être définitif. Ces égarements vont un jour s'estomper. Et ces erreurs que je commets, erreurs parfois de création de projets, elles peuvent disparaître. Elles vont disparaître si je me relève. Mais l'erreur et l'échec et l'égarement doivent demeurer. Je dois faire avec elles, composer avec mon être tel que je suis. Alors, et dernièrement, pour pouvoir faire aboutir pouvoir atteindre l'objectif, je dois fournir de l'effort. Cela est nécessaire. Est-ce qu'on pourrait vivre sans effort? Non, je ne crois pas. Eh bien, pourquoi ne pas orienter cet effort vers mon propre aboutissement, vers ce que je veux devenir vraiment? Et cet effort ne doit pas me paraître comme un labeur, comme une torture. Quand on voit l'effort comme une torture, on le déteste. On déteste ce qu'on fait et on n'aboutit pas vraiment à ce qu'on veut vraiment. Alors, quand je définis l'effort comme quelque chose qui me permet d'arriver à un objectif, et l'effort me permet de voir que je suis en vie, que je suis un être humain, que je ne dépends pas d'une force supérieure, que je ne dépends pas d'une force qui m'est extérieure ou une force qui m'aliène. Je suis indépendant et j'ose l'effort pour pouvoir me créer, pour pouvoir faire aboutir mon projet. Je dois oser l'effort dans la joie. Et quand j'ose l'effort, quand je l'accepte, je suis de plus en plus joyeux. Et j'arrive à m'élever, à vivre cette joie de tous les jours. Alors chaque matin quand je me réveille, dès que je me réveille, je dis, voilà, j'ai cours, je vais aller en prépa. Je vais bosser dur, je vais avoir des DS, je vais avoir des notes qui sont un peu horribles, mais cela n'empêche, je fais des efforts et je suis très joyeuse. Je tire à chaque moment de ma vie, à chaque moment de mon existence, une joie qui me permet de me sentir bien et de me sentir en vie. Je rencontre des personnes qui m'aident à me construire, qui m'aident à me fabriquer, qui m'appuient, qui me soutiennent et qui sont là pour me lâcher à n'importe quel moment. Et je me sens indépendante, autonome. Je prends des choix. Je ne suis pas aliénée par mes parents. Je ne suis pas aliénée par n'importe quelle force extérieure. Je suis là parce que je le veux. J'ai fait prépa parce que c'était mon choix. Et je sais que cela va aboutir. Et si jamais je n'ai pas cette grande école que vraiment à laquelle je pense chaque jour et chaque moment de ma vie, je sais que je vais reprendre et reprendre. Et je sais que je vais me relever après chaque chute et que je fais l'aboutir dans la joie. Alors si je commence à parler de la joie, je ne vais pas en finir. Et Monsieur Zaid est là pour nous parler de la joie. C'est même comment dire ça? C'est celui qui incarne la joie. Il nous l'a fait transmettre la joie dans l'effort. Et je lui laisse la parole pour terminer le mécanisme de la fabrique. Je remercie énormément Shaima et Dunia qui ont su, à travers leurs réflexions, effectivement partager avec vous des interrogations centrales qui sont les vôtres, avant d'être les miennes, mais que je partage avec vous en tant qu'homme, en tant qu'individu, en tant que parent. Papa, moi aussi j'ai des enfants, et en tant que professeur. Shaima vous a promis que j'allais vous parler de la joie. Moi, je voudrais effectivement vous montrer que chacun de vous, et ça, ce n'est pas du marketing, c'est une pure vérité. Chacun de vous est un miracle. Il n'y a jamais eu quelqu'un comme lui. Il n'y a pas quelqu'un comme lui aujourd'hui. Parce que la nature est faite comme ça. Parce que la création est faite comme ça. On ne fait pas deux fois un être humain. Chaque parcours d'un homme, d'une femme est unique, exceptionnel. Je voudrais que chacun de vous puisse méditer cela. Il n'y aura jamais quelqu'un comme vous. Vous portez au fond de vous-même les mystères et les énigmes de la création. Vous portez en vous-même des trésors. Il y a deux catégories d'êtres humains. Il y a ceux qui étouffent le trésor, qui mettent sur le trésor des tas et des tonnes et des tonnes et des tonnes et des tonnes de terre. Il y a des êtres humains qui sont ennemis d'eux-mêmes. Il y a ceux qui s'aiment. Il y a ceux qui vont tout faire pour déterrer le trésor.
pour aider le trésor, pour lui permettre de s'afficher. C'est ce trésor que chacun de vous a, qui est d'une valeur sans égale lorsqu'on a votre âge, parce qu'il est pur. Le mien est déjà usé. Je suis vieux. J'ai déjà construit une partie de ma vie. Mais vous êtes en train de faire le trésor. C'est ce que nous sommes en train de dire, ce n'est pas de la philosophie. Parce que je voudrais quand même démystifier un petit peu le terme. La philosophie, c'est quoi? C'est la vie. C'est chaque jour qui est le vôtre. Vous dites, mon Dieu, comment devenir celui dont je rêve? Comment faire pour avoir une vie qui me rendra heureux? Comment être quelqu'un de bien? Comment être quelqu'un de bien? Ça, c'est la pure philosophie. Vous voyez bien que ce n'est pas des phrases et des mots que nous avons du mal à comprendre. C'est simplement se poser la question et faire ce qu'il faut pour être homme, pour être femme. Car à quoi bon faire le primaire, la crèche? Parce que vous commencez très tôt. À quoi bon faire la crèche, le primaire, le collège, le lycée, l'école, l'université, les prépas par la suite, le travail, le métier, etc. Pourquoi tout ça? Vous le faites tout ça pour être heureux ou être heureuse dans votre vie. Mais un bonheur, est-ce un diplôme qui le donne? Est-ce un salaire? Est-ce une voiture? Est-ce un compte en banque? Vous pouvez avoir tout ça et vous serez en souffrance. Qui ont des voitures, qui ont des portables très super incroyablement sophistiqués, mais quand quelqu'un leur dit un mot déplacé, quand une personne qu'ils aiment est malade, ils souffrent. Quand une personne de leur entourage à laquelle ils tiennent souffre, ils souffrent. Permettre d'éviter la souffrance. C'est pour cela que ce travail de construction duquel nous parlons aujourd'hui vous permet de comprendre une chose. C'est que chacun de vous porte en lui une merveille. Et que cette merveille, ce trésor, ce miracle, ne dépend que de lui pour qu'il puisse s'extérioriser, se révéler. Il a besoin d'être entouré, je vous l'accorde. Il a besoin d'être aimé, il a besoin d'être accompagné, je l'atteste. Mais il a surtout besoin d'abord de se désirer lui-même comme cette merveille. Si c'est le cas, il va faire ce qu'il faut pour advenir. Donc la connaissance de soi est indispensable. Je voudrais, quand je dis connais-toi toi-même, ça a l'air un peu compliqué, philosophique. Moi je vous demande simplement de le comprendre de cette façon. Je me connais comme étant quelqu'un qui a en lui la possibilité de faire une merveille de sa vie. Ne ratez pas cela. Ne ratez pas cela, s'il vous plaît. C'est quand on vous demande de vous cultiver. Nous n'entendons pas par le verbe se cultiver ici la culture générale. Hein. Moi, par culture, vraiment. واحد مثلا a une plante à la maison. ولا عنده انت فيه quelque chose. في الدار اللي عنده شي plante في الدار كتكون كيسقيها ويتهلا فيها etc. Moi, je voudrais que vous compreniez se cultiver comme ça. Se cultiver, c'est être pour soi-même cette graine, cette petite plante. Beaucoup de temps pour m'occuper de cette plante. Je vais m'accorder à moi aussi ce temps pour que je puisse m'alimenter, pour que je puisse me donner à moi-même les conditions de pousser, d'avoir de très belles feuilles et aussi de très très belles fleurs. Je voudrais que vous ayez cette idée. Croyez-moi, vous l'avez en vous.
Vous avez cette graine. Ne la tuez pas. Essayez de la nourrir pour qu'elle puisse, pour qu'elle effectivement s'épanouisse et pour que son éclosion soit capitale. Mais pour cela, il faut se projeter. Se projeter, ça veut dire quoi? Simplement, je le dis souvent à mes étudiants, c'est impossible. Faites-le simplement sur, commencez par 2 ans, par 5 ans. Dites, voilà, moi, dans 5 ans, je veux être tel. Et après, je me prends dès maintenant. Je veux, par exemple, être ingénieur, être marketeur, être avocat, chacun définira le projet qu'il voudra. Et mettez en place ce qu'il faut aujourd'hui pour pouvoir... c'est pas dans le sens des métiers. Dites-vous aussi, je veux être quelqu'un de bien. Je veux être quelqu'un de généreux. Je veux être quelqu'un qui aime les autres. Je veux être quelqu'un qui veut donner. Je veux être quelqu'un qui veut construire. Qui sont les vôtres, avant d'être les miennes. Mais que je partage avec vous en tant qu'homme, en tant qu'individu, en tant que parent. Papa, moi aussi j'ai des enfants, et en tant que professeur. Shaima vous a promis que j'allais vous parler de la joie. Moi, je voudrais effectivement vous montrer que chacun de vous, et ça, ce n'est pas du marketing, c'est une pure vérité. Chacun de vous est un miracle. Il n'y a jamais eu quelqu'un comme lui. Il n'y a pas quelqu'un comme lui aujourd'hui. Parce que la nature est faite comme ça. Parce que la création est faite comme ça. On ne fait pas 2 fois un être humain. Chaque parcours d'un homme, d'une femme est unique, exceptionnel. Je voudrais que chacun de vous puisse méditer cela. Il n'y aura jamais quelqu'un comme vous. Vous portez au fond de vous-même les mystères et les énigmes de la création. Vous portez en vous-même des trésors. Il y a 2 catégories d'êtres humains. Il y a ceux qui étouffent le trésor, qui mettent sur le trésor des tas et des tonnes et des tonnes et des tonnes et des tonnes de terre. Il y a des êtres humains qui sont ennemis d'eux-mêmes. Il y a ceux qui s'aiment. Il y a ceux qui vont tout faire pour déterrer le trésor, pour aider le trésor, pour lui permettre de s'afficher. C'est ce trésor que chacun de vous a, qui est d'une valeur sans égale lorsqu'on a votre âge, parce qu'il est pur. Le mien est déjà usé. Je suis vieux. J'ai déjà construit une partie de ma vie. Mais vous êtes en train de faire le trésor. C'est ce que nous sommes en train de dire, ce n'est pas de la philosophie. Parce que je voudrais quand même démystifier un petit peu le terme. La philosophie, c'est quoi? C'est la vie. C'est chaque jour qui est le vôtre. Vous dites, mon Dieu, comment devenir celui dont je rêve? Comment faire pour avoir une vie qui me rendra heureux? Comment être quelqu'un de bien? Comment être quelqu'un de bien? Ça, c'est la pure philosophie. Vous voyez bien que ce n'est pas des phrases et des mots que nous avons du mal à comprendre. C'est simplement se poser la question et faire ce qu'il faut pour être homme, pour être femme. Car à quoi bon faire le primaire, la crèche? Parce que vous commencez très tôt. À quoi bon faire la crèche, le primaire, le collège, le lycée, l'école, l'université, les prépas par la suite, le travail, le métier, etc. Pourquoi tout ça? Vous le faites tout ça pour être heureux ou être heureuse dans votre vie. Mais un bonheur, est-ce un diplôme qui le donne? Est-ce un salaire? Est-ce une voiture? Est-ce un compte en banque?
vous pouvez avoir tout ça et vous serez en souffrance. Qui ont des voitures, qui ont des portables très super incroyablement sophistiqués, mais quand quelqu'un leur dit un mot déplacé, quand une personne qu'ils aiment est malade, ils souffrent. Quand une personne de leur entourage à laquelle ils tiennent souffre, ils souffrent. Permettre d'éviter la souffrance. C'est pour cela que ce travail de construction duquel nous parlons aujourd'hui vous permet de comprendre une chose. C'est que chacun de vous porte en lui une merveille. Et que cette merveille, ce trésor, ce miracle, ne dépend que de lui pour qu'il puisse s'extérioriser. Il a besoin d'être entouré, je vous l'accorde. Il a besoin d'être aimé, il a besoin d'être accompagné, je l'atteste. Mais il a surtout besoin, d'abord, de se désirer lui-même comme cette merveille. Si c'est le cas, il va faire ce qu'il faut pour advenir. Donc la connaissance de soi est indispensable. Je voudrais, quand je dis connais-toi toi-même, ça a l'air un peu compliqué, philosophique. Moi, je vous demande simplement de le comprendre de cette façon. Je me connais comme étant quelqu'un qui a en lui la possibilité de faire une merveille de sa vie. Ne ratez pas cela. Ne ratez pas cela, s'il vous plaît. C'est quand on vous demande de vous cultiver. Nous n'entendons pas par le verbe se cultiver ici la culture générale. Hein. Moi, je l'entends par culture, le flaha, zira'a. Vraiment. واحد مثلا عنده une plante à la maison. Ou là عنده un champ. نتنديرو فيه on plante quelque chose. Mais في الدار اللي عنده شي plante في الدار كتكون كيسقيها ويتهلا فيها etc. Moi, je voudrais que vous compreniez se cultiver comme ça. Se cultiver, c'est être pour soi-même cette graine, cette petite plante. Beaucoup de temps pour m'occuper de cette plante. Je vais m'accorder à moi aussi ce temps pour que je puisse m'alimenter, pour que je puisse me donner à moi-même les conditions de pousser, d'avoir de très belles feuilles et aussi de très belles fleurs. Je voudrais que vous ayez cette... Croyez-moi, vous l'avez en vous. Vous avez cette graine. Ne la tuez pas. Essayez de la nourrir pour qu'elle puisse, pour qu'elle effectivement s'épanouisse et pour que son éclosion soit capitale. Mais pour cela, il faut se projeter. Se projeter, ça veut dire quoi? Simplement, je dis à mes étudiants, ça c'est impossible. Faites-moi commencez par 2 ans, par 5 ans. Voilà, moi, je veux être tel. Et après, dès maintenant, je veux, par exemple, être ingénieur, être marketeur, être avocat, chacun définira le projet qu'il voudra. Et mettez en place ce qu'il faut aujourd'hui pour pouvoir réaliser ce projet. Mais attention, se projeter, ce n'est pas uniquement dans le sens des métiers. Dites-vous aussi, je veux être quelqu'un de bien. Je veux être quelqu'un de généreux. Je veux être quelqu'un qui aime les autres. Je veux être quelqu'un qui veut donner. Je veux être quelqu'un qui veut construire. Je veux être quelqu'un qui ne blesse personne. Je veux être quelqu'un d'honnête. Je veux être quelqu'un de juste. Ça aussi, ça se construit. Les qualités ne naissent pas avec nous. Hein. Les qualités, nous les fabriquons aussi. Hein. Les vertus, ce qu'on appelle les vertus, on les fabrique par un travail sur soi-même. Je veux mentir, je dis non. Je ne vais pas mentir. C'est un effort sur moi et je ne mens pas. Je veux tricher, je dis non, je ne triche pas. Et cet effort sur moi-même me permet de ne pas tricher. Les qualités, les vertus se fabriquent par cet immense travail que chacun de nous peut faire sur lui-même s'il le consent. Regardez, c'est à travers cet effort que j'avais 2 options. Étouffer en moi le trésor, la merveille que je porte, ou bien la laisser s'exprimer. Quand je la laisse, quand je ne suis pas l'ennemi de moi-même. Les filles, vous parlez tout à l'heure d'être l'ami de soi. C'est quoi être l'ami de quelqu'un d'abord? Être l'ami de quelqu'un, c'est l'écouter.
savoir écouter l'autre, c'est être avec lui chaque fois qu'il a besoin de nous, même quand il commet des erreurs, même quand il nous fait mal, on est avec lui. Je voudrais que vous soyez avec vous-même comme vous l'êtes avec vos amis, même quand vous commettez des erreurs, même quand ce n'est pas ce que vous attendez de vous-même. Soyez généreux avec vous-même. Donnez-vous 2, 3, 4, 5, 10, 100 occasions de reprendre et 100 occasions. Et chaque fois que vous reprenez, c'est 100 occasions pour réussir. Donc n'hésitez pas. Tombez, comme disaient les filles tout à l'heure, commettez les erreurs, reprenez-vous, car vous avez toujours la possibilité de pouvoir aller de l'avant. Les filles, vous parlez de cette dimension de la réussite que vous portez en vous-même. Oui, elles ont raison, croyez-moi. Là, encore une fois, ce n'est pas du marketing. Chacun de vous porte en lui celui ou celle qu'il sera dans 20 ans ou 30 ans. Vous l'avez à l'état de possibilité. Vous l'avez à l'état de possibilité. Donc, ce que vous allez faire à travers la construction, c'est simplement vous hisser à ce niveau-là. Vous hisser vers cette personne que vous portez en vous-même et qu'il faut savoir réaliser. Et pour cela, il y a nécessairement un travail à faire sur soi. Il y a nécessairement cette contrainte qui nous intime forcément l'ordre de changer beaucoup de choses dans notre vie. Il y a par exemple, on le sait très bien, il faut lire pour être un bon étudiant. Et pour pouvoir enrichir aussi sa vie et enrichir les gens autour de soi. Pour cette culture, il faut du temps. Pour lire, il faut du temps. Souvent, vous passez 2 heures, 3 heures devant Internet, sur vos tablettes ou vos portables. Divisé par 2, c'est ce que j'appelle se reconvertir ou se convertir. Changer un peu votre gestion de temps. Donnez 1h30 à la lecture. 1h30. Et vous allez voir pendant 2 ans que vous allez effectivement transformer beaucoup de choses en vous-même. Donc, si nous voulons passer à une autre façon d'être, il y a forcément un travail à faire sur soi, un travail à faire sur sa façon de vivre, sur ses occupations, pour que nous puissions donner beaucoup plus de place dans notre vie à tous les éléments qui vont nous permettre effectivement d'avancer, de progresser, d'aller de l'avant. Et il faut, cela est une évidence, savoir apprendre du réel. C'est quoi l'apprentissage du réel? C'est d'abord des expériences. Regardez autour de vous. Chacun est en soi d'abord une école. Le copain, le voisin, le professeur, les gens de la famille. Apprenez des êtres concrets. C'est les meilleures écoles. Les livres, c'est important, c'est essentiel. Mais les autres, les êtres vivants, on n'a pas besoin de démonstration. Quand on voit quelqu'un rater de sa vie, on n'a pas besoin de lire poids. C'est empirique, jribi. Je n'ai pas besoin de réfléchir sur ça. Apprenez, effectivement, apprenez du réel. Apprenez de ceux qui sont autour de vous. Chaque être humain est en soi une occasion d'apprentissage. Quand je dis chaque être humain, je ne pense pas aux polytechniciens, aux centraliens, aux gens de HEC. Non, je pense à tout être humain est en soi une magnifique école d'apprendre pour aller de l'avant et pour se construire. Et surtout, apprenez de ceux que souvent vous ignorez. Le clochard, la sas, etc. Croyez-moi, si vous allez faire l'effort de parler à ces gens-là, vous découvrirez de magnifiques histoires qui pourraient vous apprendre au moins à être plus humain et surtout à mieux comprendre la vie et surtout à savoir que la vie est difficile et qu'il y a des fois où il faut savoir se battre pour qu'elle le soit, moins ou du moins pour qu'elle soit supportable. Je termine rapidement pour vous laisser poser des questions. Rapidement. Je vais très vite finir. Il faut, quand on parle au Maroc à propos de l'amour, c'est toujours un peu dérangeant. Je voudrais que vous appreniez à vous aimer vous-même. Mais je reçois les étudiants après le lycée. Et quand on demande à quelqu'un de parler, souvent il est comme ça, il a peur, on a l'impression que
il me donne souvent l'impression que je vais le battre. L'étudiant est souvent comme ça, il ne s'aime pas. Moi, je voudrais que vous vous aimiez. Croyez-moi, je ne vous le dis pas parce que on m'a demandé de vous le dire ou parce que je vous dis ce que je dis à mes enfants. Il faut que chacun croie en lui. Wallah, chacun de vous porte en lui une merveille. Chacun de vous porte en lui une merveille. À lui de faire ce qu'il faut pour que ça puisse sortir. C'est tout. C'est tout. C'est entre vos mains. C'est entre vos mains et vous pouvez le faire. Et quand on dit « accomplis-toi, mon ami », nous avons voulu, nos quatre, c'est un travail collectif, nous avons voulu vous inviter à simplement réaliser, par le verbe « accomplis-toi », simplement réaliser ce que vous portez en vous-même. Et notre parole se veut une parole amicale. Vraiment, nous voulons que vous compreniez cela, que c'est possible, c'est entre vos mains, que c'est faisable et que c'est toujours réalisable. Et à n'importe quel moment d'une vie, il ne faut pas renoncer. Je voudrais finir par une phrase que j'adore beaucoup et mes étudiants commencent même à me détester parce que je le dis souvent. Il y a une phrase de Nietzsche, grand philosophe allemand, qui dit, je la trouve extraordinaire cette phrase, qui dit « Deviens ce que tu es. Deviens ce que tu es. Deviens dans le futur ce que tu es déjà. Devenez, mes enfants, ce que vous êtes. Vous en êtes capables. Allah ya'aounkoum. Merci beaucoup. Vous savez, c'était supposé être une conférence sur la fabrique de soi, être soi. Et vous savez, ça fait 1h15. Puis impressionnant le fait que personne n'a quasiment bougé. Personne ne nous a interpellés. Personne n'a levé le doigt pour dire « je n'ai pas compris, je ne suis pas d'accord », etc. Pourtant, il a été question de ça pendant 1h15. Alors, je impressionné science, je suis impressionnée par votre calme, par votre bonne éducation. J'espère que vous ne serez pas toujours aussi bien élevés et que dorénavant, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Si vous êtes dérangé, dites-le. Plutôt que faire bouger vos pieds, vos jambes, n'hésitez pas à parler. Et voilà, en fait, c'est ça mon métier, moi, c'est d'observer et puis de dire, plutôt que théoriser sur la liberté d'être, il s'agit vraiment d'être libre d'être, d'accord? Donc on est là pour répondre à vos questions. J'espère que vous en avez plein, n'hésitez pas. Et à vous la parole à présent. Merci. Donc, ma question, c'est à madame ou mademoiselle, la psychologue. Madame, ça me plaît. On sait très bien que... Je vous écoute. On sait très bien que à cet âge, à ce stade oui. de la vie, les jeunes n'ont pas confiance en eux. Oui. Donc, il y en a plein qui ont trouvé que la prestation de Sheima ou de Dounia a été bonne. Oui. Ils trouvent même qu'elles sont belles. Mais oui. À la fin... C'est vrai, bravo. Mais à la fin de la conférence, ils ne pourront pas s'avancer et lui dire vous étiez bien aujourd'hui ou vous êtes bien habillé ou quelque chose comme ça. Exact. Donc, vous ne croyez pas que pour s'accomplir, oui. Pour faire tout ce qu'on a cité aujourd'hui, oui. Est-ce que ce n'est pas dépendant d'une bonne confiance en soi et d'un bon estime de soi? Et merci. C'est la grande question. La confiance en soi et l'estime de soi, c'est la grande question et je pense que toute une vie ne suffit pas pour la développer. Maintenant, moi ce que je dirais, c'est qu'il faut vraiment pouvoir s'affranchir
de ce que les autres vont éventuellement penser de vous. Par exemple, vous ne vous êtes pas demandé qu'est-ce qu'elles vont penser de moi si jamais je leur dis que, je sous-entends que elles sont belles. Est-ce qu'elles vont penser que je suis intéressée ou pas, que je fais des avances ou pas, que je suis peut-être mal élevée ou pas? Vous ne vous êtes pas posé toutes ces questions. C'est pour ça que vous avez eu cette liberté de le dire. Et vous avez raison de le faire. Maintenant, la confiance en soi, c'est en réalité la confiance en ses capacités. Et l'estime de soi, c'est le fait de se donner une valeur propre. C'est pas la même chose. La confiance en soi, c'est la confiance en ses capacités dans le sens où on se voit faire, on se voit apprendre, on se voit surmonter des difficultés. Tout à l'heure, les filles ont parlé d'effort. L'effort aide à construire sa confiance en soi et en ses capacités. L'estime de soi, c'est autre chose. L'estime de soi, c'est la valeur qu'on se donne soi-même en fonction de ce qui nous semble important. Si pour vous, par exemple, vous estimez que c'est important d'être quelqu'un d'honnête, alors, en étant honnête, vous pouvez vous estimer. Ça veut dire que c'est un des fondamentaux de votre estime de vous. Est-ce que ça répond à votre question? Ma vie d'étudiant, de lycéen, de collégien ou d'étudiant supérieur. Ma question, avant de poser ma question, j'ai d'abord une petite remarque à faire concernant la confiance en soi. Je pense que la confiance en soi, c'est une étape finale et qu'avant de l'atteindre, il existe certaines étapes intermédiaires comme la réalisation de soi qui permet par la suite l'estime, puis enfin la confiance. Il existe certaines étapes. Il y a des personnes qui, par exemple, ont un certain potentiel pour atteindre certains objectifs, mais qui n'arrivent pas par manque de support. Donc, j'aimerais que vous puissiez nous éclairer un peu plus sur les étapes à franchir, à gravir, pour atteindre ce sommet que je considère comme étant la confiance en soi. Et excusez-moi si je me trompe, parce que j'ai remarqué que vous étiez un peu négatif par rapport à ma remarque. Merci. Pas négative, je ne suis pas négative, mais non, bien sûr que non. La confiance en soi n'est pas un aboutissement. La confiance en soi se construit à chaque instant. Encore une fois, je reviens à ce que j'ai dit à votre camarade. Il s'agit de s'affranchir du regard de l'autre. Si vous avez peur, par exemple, le fait d'avoir peur de ne pas y arriver, le fait d'avoir peur de ce que l'autre va penser de vous, le fait d'avoir peur de ne pas être à la hauteur, le fait d'avoir peur de décevoir, etc. Ça, c'est relatif au regard de l'autre. Et c'est ce qui a été le développement de toute cette conférence. Les filles vous ont dit et répété, lâchez les règles, lâchez ce qui est supposé être la normalité, lâchez les attentes que les autres ont de vous. C'est pas important, ce qui est important, c'est vous. C'est croire en soi. Monsieur Zaid disait tout à l'heure, pouvoir se projeter, pouvoir s'aimer, pouvoir croire en soi. Peu importe le résultat. La confiance en soi, c'est la foi en soi. C'est le fait de croire en sa personne et de croire en ses capacités. Ces capacités se déploieront et se déploient toute votre vie. Ça ne s'arrête jamais. Mais on n'arrive pas un jour en se disant, ça y est, c'est ok. J'ai confiance en moi. Mais non. Le fait d'être là, de prendre la parole, c'est un acte de confiance en vous. Et il est question pour vous d'être fier de vous pour ça. Et apparemment, vous êtes quelqu'un qui allait dans la voie de l'excellence puisque, on vous applaudit pour ça, pendant l'exposé, vous étiez en même temps en train de réfléchir et de cheminer, de penser en perspective à une résonance entre ce qui a été dit et votre propre parcours. Et c'était exactement ce qu'on essayait de dire pendant toute cette conférence. Prenez le temps de penser par vous-même, prenez le temps de réfléchir par vous-même, prenez le temps de croire en vous, de vous aimer, de vous donner une valeur. Peu importe le résultat que ça aura, une chose est sûre, c'est que vous serez des personnes épanouies, sûres de vous, affirmées, avec votre propre opinion. Et jamais vous ne vous retrouverez un jour à vous dire « Mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai raté ma vie. » Ce bilan est terrible, rater sa vie. D'accord? J'ai répondu à votre question? Bonsoir. Merci d'organiser tout ça. J'aurais une remarque, monsieur, professeur.
Vous avez dit une phrase, je vous laisserai l'occasion de débattre plus tard. Vous avez dit que chaque personne est unique. De peur de dire une bêtise, je ne vais pas citer de nom, mais j'ai lu quelque part que toute personne ressemblait d'une manière ou d'une autre à une autre. J'espère que je me fais bien comprendre. Car d'une certaine manière, chaque personne est un assemblage de caractères, de formes, de manières de réfléchir, qui d'une manière ou d'une autre, on le retrouvera chez une autre personne. Et du coup, nous ne sommes que tous les mêmes, d'une certaine manière. Sinon, on a parlé de construction de soi, de comment vaincre sa peur. On n'a pas exactement parlé de peur, mais on a parlé de joie, de s'affirmer et tout. On n'a pas du tout abordé un côté religieux, qu'on a totalement oublié. On n'a pas non plus abordé la peur d'une certaine manière. C'est ce que je voulais dire, il m'a réfléchi. Donc, quel lien faites-vous entre le côté religieux, l'affirmation et tout ce qu'on a dit? Ben, madame, c'est très simple. Il me semble que la religion est l'un des meilleurs moyens de s'affirmer. Faux ou vrai, que ce soit utilisé comme un placebo, que ce soit une réelle affirmation, une réelle confiance que ça peut aider, ça marche d'une manière ou d'une autre. Je prendrai une citation de Vos qui disait « Je crois en Dieu, j'ai une foi inébranlable, parce que même avec Dieu, il ne faut pas tenter le diable. » Et j'y crois, dur comme fer, personnellement. Alors, j'aimerais aussi que vous abordiez le sujet, le même que vous avez abordé tout à l'heure, de ce côté religieux. Et je donnerai ensuite la parole à mon ami, qui lui va aborder le sujet d'un côté politique. Je lui donnerai tout de suite d'ailleurs, si vous permettez. On préfère... Alors, juste pour compléter ce que Marie vient de dire. Non, juste, vous aurez la parole et vous allez poser votre question, parce qu'il y a déjà 3 ou 4 questions dans l'intervention de votre camarade. D'accord, pas de souci. On va réclamer que les vérités ou la vérité existent. Quand vous stipulez que les personnes se ressemblent, et de ce fait, on ne pourrait pas trouver de personnes uniques, vous pensez de façon binaire, en séparant les données. Moi, je vous invite toujours à penser de façon dialectique. Vous ne pouvez logiquement, et là je vais parler en philosophe, vous ne pouvez logiquement poser la ressemblance que si vous stipulez d'abord la différence. Sinon, vous n'aurez pas construit l'équation. Il n'y a de ressemblance que parce que nous avons des individus. Et nous allons comparer les individus. Nous allons faire en sorte de mettre de côté tout ce qui fait la particularité de chacun, mais nous garderons que les convergences, là où ils se retrouvent. Et nous allons estimer qu'ils se ressemblent à ce niveau-là. Première explication d'ordre logique. Je voudrais aussi prendre la chose sur un plan strictement biologique. Vous avez des empreintes, plusieurs dans le corps. Hein. On croyait à un certain moment qu'on n'avait que celle des mains, maintenant on a les rices, etc., qui sont exceptionnelles, uniques. Même Lucie, le squelette qu'on a trouvé il y a quelques années et qui montre que l'humanité existe depuis quelques millions d'années, a effectivement des particularités au niveau de certaines signatures. Donc, par ces faits biologiques, il est certain que chacun de vous a une identité particulière. À cela s'ajoute l'histoire de chacun. J'arrive aux religieux. Les Grecs disaient, les Grecs ont tout dit, c'est pour cela que je reviens puiser souvent les réponses chez les Grecs. Les Grecs disaient qu'il y a 2 sotériologies. Je vais expliquer ce mot barbare. Le mot sotériologie signifie doctrine de salut. Doctrine de salut, c'est-à-dire qu'est-ce qui va dans la vie me permettre de supporter l'angoisse de la mort, par exemple. L'angoisse et l'inquiétude de perdre ce que j'aime. Les Grecs disent qu'il y a 2 moyens. La religion, ce qu'ils appellent la doctrine du salut avec Dieu, et il y a la philosophie, c'est une doctrine de salut où on compte sur soi-même. On peut arriver à Dieu après
etc. Mais on compte d'abord sur soi-même. Mais dans la religion, il y a cette possibilité, effectivement, de trouver une solution aux grandes angoisses, aux grandes inquiétudes de la vie, et en étant fidèle, en ayant la foi. Tout à l'heure, Dr Ben Daoud a analysé le mot confiance, et a trouvé dans le mot confiance le mot foi, avoir foi en soi. Vous savez que le mot foi vient de fides, fides, F-I-D-E-S, latin, qui signifie la foi, l'iman, et ça signifie aussi être fidèle à. À quoi sommes-nous fidèles dans le religieux? Nous sommes fidèles à des valeurs universelles, à de très grandes valeurs, aux valeurs du respect, ou l'yatim, le miskin, etc. Tu ne les touches pas, c'est-à-dire nous respectons la fragilité, la vulnérabilité de l'autre. Et je crois que c'est ça, être homme, c'est être attentif, être à l'écoute de sa propre vulnérabilité et aussi être à l'écoute de la vulnérabilité, de la fragilité des autres. Donc il y a une solution à travers le religieux. On s'affirmera effectivement via le respect de ces valeurs. Votre camarade, et je crois que c'est la dernière question, c'est jusqu'à minuit, mais bon, on n'a pas la possibilité de le faire. Alice. Alors, je vais rebondir sur le dernier point que vous avez abordé, c'est les valeurs. Donc, se connaître soi-même, avoir foi, avoir confiance, c'est bien beau, c'est des mots. On croit avoir confiance en soi. Et on voit qu'actuellement, dans notre société, on vit une véritable crise de valeurs. C'est-à-dire que si on regarde autour de nous, nous sommes dans un amphithéâtre, on est pas moins de 120, 150 élèves. Mais est-ce que vous croyez que dehors, parmi tous ces gens, vous avez parlé tout à l'heure d'autrui, est-ce que autrui va nous aider à se construire nous? Nous vivons dans une société comme valeurs. Et cette crise de valeurs, elle nous nous-mêmes. Mais on vous entend, on vous entend. On a bien suivi la question. Alors, j'ai dit que cette crise de valeurs, elle nous facilite pas la tâche. C'est-à-dire que lorsqu'on voit, par exemple, dans le domaine politique, beaucoup de mensonges, beaucoup de promesses intenues. Lorsqu'on voit, même dans notre rapport à nos parents, notre rapport aux autres, beaucoup de promesses intenues, beaucoup de déceptions, beaucoup de tristesse, beaucoup de joie parfois autour de nous, mais la plupart du temps c'est hasardeux. Et c'est cet aspect que je médite et j'aimerais bien avoir votre avis à ce sujet. Merci. Est-ce que vous voulez qu'une personne particulière réponde à votre question ou D'accord. Allez, Madame Ben Daoud, et je dirai quelques mots à propos de ce que vous avez. Je suis parfaitement d'accord avec vous. On a une réelle crise de valeurs. Je ne suis pas sociologue, je suis psychologue. Et je crois qu'un sociologue expliquerait très bien ce que vit notre société ces 10-15 dernières années en termes de perte d'ancrage, à ne sachant plus est-ce qu'on est supposé aller vers un modernisme, une mondialisation ou vers un ancrage dans ses valeurs, ses traditions. En tout cas, aujourd'hui, et je reviens à notre thème, aujourd'hui, la réussite se résume en des moyens financiers et non en le respect de ses propres valeurs, dans le partage avec les autres, etc. Donc, tous les moyens sont bons pour y arriver. Tous les moyens sont bons pour réussir. Tricher, mentir, piétiner, etc., c'est ce qu'on voit tous les jours dans les entreprises. Les gens aujourd'hui qui ont des valeurs sont des gens qui se retrouvent chez un psy. C'est-à-dire à ne pas comprendre comment tourne le monde parce qu'eux font tout bien, parce qu'eux respectent l'autre, parce qu'eux ont des valeurs et ils se retrouvent justement évincés, harcelés, humiliés, dénigrés, etc. Donc, oui, je suis d'accord avec vous et votre questionnement et votre interrogation, mais moi je sais une seule chose. Je sais que c'est très important d'être en paix avec soi pour pouvoir se sentir bien avec soi-même, et c'est le plus important. Donc, il faut essayer de garder vos propres valeurs et les défendre.
je voudrais juste faire un complément et ça sera notre dernier échange provisoirement. On pourra toujours se retrouver pour d'autres, et on vous le proposera, Inch'Allah, d'autres rencontres. Je voudrais que vous sachiez une chose. Quand on parle de crise de valeurs, moi, en philosophe, je m'interroge. Si on dit crise de valeurs aujourd'hui, ça veut dire que les valeurs existaient déjà avant, qu'elles étaient là, et qu'on les a perdues aujourd'hui. La valeur n'existe pas. C'est absolument faux. Il n'y a pas de crise de valeur, à mon sens. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours eu le mensonge. Il y a toujours eu le meurtre. Il y a toujours eu des gens qui étaient malhonnêtes et d'autres qui étaient honnêtes. Qu'est-ce qui fait la différence? Il ne faut pas croire que c'est la société qui oblige les hommes à respecter les valeurs. Chaque homme s'oblige tout seul. J'étais le face à votre place. Merci, bon retour et à très bientôt.